CNN and MSDNC, corrupt and illegal. Le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. La première. Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres. Les clés médias. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit? Marie Van Cutsem. Bonjour et bienvenue dans les clés médias, ravi de vous accompagner pour ce tout nouveau rendez-vous du vendredi. Il avait 46 ans, des centaines de milliers de followers et il est mort face à la caméra. Le décès du streamer Jean Portmanov a secoué la France et le monde, car c'est une sorte de concentré dystopique de violence et de cynisme. La maltraitance d'un homme vulnérable sous les yeux de milliers d'anonymes derrière leur écran, des sommes d'argent considérables pour pousser les tortionnaires à continuer et le dispositif numérique qui amplifie jusqu'à l'écœurement ce qu'il s'est passé. Alors qui est responsable? Ceux qui torturent, ceux qui regardent et encouragent, la plateforme qui héberge les directs vidéo et ne modère pas les contenus? On va tenter de répondre à ces questions dans cet épisode des clés médias et on se replonge pour commencer dans les événements avec tout d'abord ce très long silence en direct qui précède la macabre découverte. La première, les clés médias. Sergio, il répond pas. Il répond pas. C'est la nuit du 17 au 18 août 2025. Raphaël Graven, alias Jean Portmanov ou JP, est mort en direct sur Internet. Safin et Naruto, les deux streamers qui dorment avec lui dans le local, essayent de le réveiller. L'un d'eux lui a jeté quelques secondes auparavant une bouteille vide dessus pour le faire réagir. Suggestion d'un viewer, un de ces spectateurs du direct qui commente l'action via le chat. Cela fait 12 jours, 298 heures précisément que le stream, le direct, est en cours sur la plateforme Kik et sur la chaîne baptisée Local TV. Le concept, une caméra allumée H24, ce local dépouillé aux murs crasseux et des streamers. Nafin et Naruto sont les tortionnaires, ils maltraitent, ils insultent Jean Portmanov. Regarde-moi dans les yeux, je te parle. Oublie, ouais, tu peux te le dire avec toi. Oublie le fait de trouver une meuf. Oublie le fait de te marier. Oublie, genre le seul pourcent de chance que tu avais d'avoir des enfants, oublie-le. Bon, que tu fasses pas d'efforts pour toi-même, déjà c'est très grave, mais si en plus maintenant t'en fais pas pour l'amour, pour ton rêve, t'es un immense trou du cul. Ici, une scène d'humiliation verbale. Portmanov, 46 ans, physique gracile, joues creusées, petites lunettes, acquiesce. Autre moment, une scène d'étranglement à la limite du soutenable. 48, je sais pas. Lâchez un peu la pression. Je lâche la pression. Allez, je lâche la pression. Étranglement, tir de paintball sur le corps sans protection, gifle, coup, tout est expérimenté sous le regard de 15 000 viewers derrière leur écran. Abonnés payants à la chaîne, commentant le direct et faisant des dons. 15 € pour une gifle à JP par exemple. Au moment où s'arrête le direct le 18 août, le compteur affiche 36 000 €. Jean Portmanov n'est pas le seul à faire l'objet de maltraitance. Koudou fait partie de la bande. Koudou est un homme porteur de handicap et sous curatelle. Les 4 hommes sont issus du monde du jeu vidéo en direct, un segment très populaire sur les plateformes de streaming. Avant de rencontrer cette bande, JP jouait des heures en direct sur sa propre chaîne et il était connu pour ses colères. Mais regarde comment il joue, gros. Aïe aïe aïe. Eh ben, regarde comment il joue. Mais putain, nique ta mère. Fais des couilles. Ce sont ces colères que les autres streamers vont chercher à provoquer pour augmenter leur visibilité. Face au succès, le format va donc évoluer. Plus de jeux vidéo, juste de la maltraitance, juste provoquer JP et Koudou, les pousser à bout. Local TV était régulièrement dans le top 10 de la plateforme.
En décembre dernier, la journaliste Marie Turcan de Mediapart sortait une longue enquête sur la chaîne des streamers et le business de la maltraitance en ligne. Après avoir reçu nos questions, les streamers ont prévenu leur communauté de l'existence d'une enquête de Mediapart. Naruto et Safine veulent alors prouver que Koudou et JP sont consentants et les interpellent sur la chaîne pendant un direct. Koudou, Oui. est-ce que tu te sens mal? Non. Non mais tu réponds avec le cœur, est-ce que tu te sens mal? Non. Est-ce qu'on est des frères avec toi ou pas? Ouais. Ça va, tu vas bien? Bah oui. Ok. Toi, ça va? Oui, ça va. Tu te sens mal? Ah ouais. Faut un câlin. Vas-y, fais-moi un câlin. Voilà. Ah, je me sens mieux. Ah. Je sens mieux. Voilà. En janvier 2025, le parquet de Nice ouvre une enquête qui vise Naruto et Safine. Ils sont placés en garde à vue, puis relâchés. Ils s'installent un temps à Malte, puis reviennent à Nice et relancent les vidéos avec JP et Koudou, dans l'indifférence des autorités. La mort de JP la nuit du 17 au 18 août a soudain braqué les projecteurs sur Kik et sur ce qui existe sur la plateforme, qui a depuis supprimé la vidéo des derniers instants de JP et toutes celles qui ont précédé. En France, la vague d'émotions est énorme. Comment a-t-on pu en arriver là ? J'ai été extrêmement choquée de voir ça. La réalité a dépassé la fiction. Il y a urgence à sortir de ce Far West numérique dans lequel on est aujourd'hui. C'est pas un autre territoire perdu de la République numérique et on remettra de l'ordre. La ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, promet donc un grand nettoyage. Dans la communauté des fans de Local TV, les hommages à JP pleuvent, mais on crache sur la ministre, sur les médias, qui n'auraient rien compris. Joëlle Graven, la mère de JP, pourtant copieusement insultée dans les chats des directs, répète son affection pour les tortionnaires comme un mantra. Soutenez-les, soutenez-les, je vous demande que ça. Écoutez-moi, JP a été heureux. Soutenez-les. Justement, je cherchais à pouvoir dire ce que je pensais sur eux. La question de l'argent est indéniablement liée à toute cette affaire. JP avait déclaré percevoir un salaire de 6 000 € mensuels grâce aux dons et aux abonnements. Bonjour Étienne Ouéry. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Les premiers résultats de l'autopsie révèlent que la mort de JP n'est pas arrivée par l'intervention d'un tiers, ni des suites d'un choc traumatique. Est-ce que pour autant, les 2 streamers tortionnaires seront exemptés de toute responsabilité ? L'enquête le dira. Il y a une enquête en cours. Bien malin celui qui peut se prononcer à l'avance. Mais je pense que l'enquête tournera autour de 2 questions importantes. La première, c'est le caractère fictionnel ou pas. Jusqu'où est-on dans la fiction ? J'entendais dans le reportage quelqu'un qui disait « la réalité dépasse la fiction ». Je me souviens de Bye Bye Belgium, émission remarquable de la RTBF, la meilleure de tous les temps. La réalité dépasse parfois la fiction ou l'inverse. Ce sera une question fondamentale. On va y revenir. Le deuxième pivot de l'appréciation, ce sera le consentement. Le consentement qui joue un rôle, évidemment, mais qui n'est pas non plus absolu. Si je vous demande maintenant de me tuer en direct, et que vous le faites, ce n'est pas parce que je l'ai demandé et que la Belgique entière en est témoin que vous serez exonéré de poursuite. Évidemment. Les avocats des 2 tortionnaires, je rebondis sur ce que vous dites, déclarent que c'était de la mise en scène, que JP et Koudou étaient consentants. Est-ce que cet argument du consentement, il est recevable dans la mesure où on a 2 personnes qui sont quand même manifestement assez vulnérables ? Alors, la question du consentement est distincte de la question de la fiction. Ce sont 2 choses différentes. Elles interviennent toutes les 2, mais à des degrés différents. La première question, c'est la fiction. En fait, on ne sait pas jusqu'où les coups étaient vrais, jusqu'où il n'y avait pas une mise en scène scénique. Lorsque vous regardez un film d'Hollywood, un film d'action, il y a du sang partout, il y a des morts, il y a des tripes qui sortent du ventre, pourtant tout le monde sait que c'est faux. Quand vous regardez un match de catch, il y a du sang qui coule parfois, mais on sait aussi que c'est faux. Et ainsi de suite, il y a des tas de situations dans lesquelles il est très difficile de savoir où commence la fiction, où elle s'arrête et où commence le réel. Et ce sera évidemment une des choses qu'il faudra que l'enquête établisse, et d'après les informations publiques, c'est vers cela qu'on va, c'est analyser le degré de scénarisation de l'histoire. Si c'est scénarisé, il n'y aura pas d'infraction. Parce qu'on ne va pas non plus inculper Bruce Willis parce qu'il tue quelqu'un dans un film. Mais sachant que ces 2 personnes sont vulnérables,
on a une personne qui est sous curatelle, on a ce JP qu'on entend s'exprimer et qui a quand même l'air assez vulnérable psychologiquement. Même s'il y a scénarisation, même s'ils se disent consentants, est-ce qu'il n'y a pas là un élément important qui va venir peser ? Je pense que s'il y a coups et blessures, s'il y a harcèlement, s'il y a réellement quelque chose qui serait criminel autrement, la question du consentement va se poser et il est évident que la faiblesse de la victime entre en jeu. Et le consentement, je l'ai dit, il joue un rôle mais il n'est pas absolu. Je prends un exemple, une pratique SM qui amène à avoir des petits coups de fouet qui peuvent peut-être donner quelques rougeurs sur le derrière. C'est des coups et blessures, techniquement parlant. Pourtant, il y a consentement jusqu'au moment où le safe word est prononcé. Mais c'est la même chose. Là, on va dire, oui, ce sont des coups et blessures, techniquement parlant, mais la victime, entre guillemets, l'homme ou la femme fouetté, est consentant. Mais jusqu'à un certain niveau de gravité. Et c'est là, évidemment, où c'est difficile à apprécier. Lorsque le législateur dit « ce comportement est interdit », il veut protéger pas seulement la victime, il veut protéger l'ensemble de la société. Et donc, même votre consentement ne peut pas aller au-delà de cela, le cas du crime étant le plus clair. Donc, il faudra voir ici, en fonction de l'appréciation, de la faiblesse de la victime, des faits exactement, si le consentement a pu être donné. Mais il est clair qu'un consentement donné par une personne faible, c'est plus difficile à défendre. Bonjour David Plisnier. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Centre de référence et d'intervention harcèlement. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous dans ces vidéos en direct ? On vient de parler de scénarisation, de consentement. Est-ce qu'on n'a pas, malgré tout, la victime, le bourreau, le témoin, tous les ingrédients du harcèlement classique ? Alors, on a tous les ingrédients. Maintenant, j'aurais envie de dire qu'il faut voir les choses peut-être à deux niveaux, parce qu'on a la question des ingrédients et des rôles par rapport aux streamers. Et donc, effectivement, comme monsieur vient de le dire, il faudra voir si on est dans une scénarisation ou dans quelque chose qui relève d'une réalité qui ne soit pas scénarisée. Mais on a à un autre degré de lecture aussi la question de ceux qui regardent ça. Parce que eux, on est sûr que ce ne sont pas des acteurs. Je veux dire, les gens qui regardent, les gens qui ont été témoins, ils étaient nombreux, les gens qui donnaient de l'argent pour qu'on mette une baffe, pour qu'on insulte, etc. Là, on se retrouve encore dans un autre triangle, parce que là, on se retrouve avec des centaines, voire peut-être des milliers de personnes qui occupent ce rôle de témoin, qui encouragent, en tout cas, à ce qu'il y ait, simulé ou non, on en revient toujours à cette question-là, des agressions, des insultes, etc. Moi, je m'interroge aussi sur le côté scénarisation. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'une chose est scénarisée quand on l'adapte au fur et à mesure en fonction des réactions du public et de l'argent que donne le public ? Parce qu'il y a quand même énormément d'enjeux financiers dans cette équation-là aussi. Et vous l'avez rappelé dans le reportage, le but de leur continu, de leur live en continu, c'était quand même d'atteindre les 40 000 €. Donc il y avait vraiment une question d'impact financier qui était là derrière. Et moi, je m'interroge aussi jusqu'où on peut aller pour que les spectateurs donnent de l'argent. Parce que fondamentalement, c'est aussi. Et sur cette question de l'argent, est-ce qu'ils se seraient en quelque sorte enfermés dans un jeu dont ils tiraient quand même des bénéfices, on l'a entendu, mais un peu malgré eux ? Disons que c'est une hypothèse. Alors encore une fois, moi je suis pas qualifié pour répondre, mais c'est sûr que quand il y a de l'argent, et pas des petites sommes, parce qu'on parle quand même ici d'un revenu qui tournait autour des 20 000 € par mois, d'après ce que j'ai pu lire dans les médias, quand on gagne cette somme-là, qui est loin d'être négligeable, même pour à se partager à 3 ou 4, la tentation peut être grande d'aller encore plus loin. Je veux dire, c'est des mécanismes qu'on voit aussi dans un secteur qui a certaines similarités. C'est la question de plus sexuelle, là, sur des plateformes comme OnlyFans, etc. Mais on sait qu'il y a des personnes qui vont de plus en plus loin dans ce qu'elles peuvent proposer à leur clientèle là-dessus, tout simplement parce qu'elles voient ce qui marche et ce qui rapporte de l'argent. Et donc, c'est clairement un risque de monter une marche plus haut à chaque fois dans le trash ou dans le dangereux ou dans le problématique, parce qu'on voit que c'est ça qui fonctionne. Et malheureusement, on sait que plus c'est trash en général, plus les gens vont être prêts à payer. Étienne Houry, sur cette responsabilité de ceux qui regardent, 15 000 personnes qui regardent, qui financent, est-ce qu'elles ont une responsabilité possible sur le plan judiciaire ? Est-ce qu'elles peuvent être poursuivies ? C'est en effet, je pense, la question la plus intéressante. C'est la responsabilité, en fait, de ce genre de drame, c'est la responsabilité de l'être humain. De sa méchanceté et de sa bêtise parfois. Si ça a marché, c'est parce qu'il y avait une audience, et cette audience, elle est monétisable, comme on dit sur Internet. Et donc la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut bien amener des gens à regarder d'autres personnes se taper dessus, s'insulter, se harceler. Mais on peut poser la même question avec plein d'autres phénomènes qui existent sur ces plateformes. Vous avez par exemple des tas de gens qui bouffent.
qui bouffent et qui sont incités à manger le plus possible d'hamburgers jusqu'à parfois en crever. Et il y a des milliers de gens qui regardent ça presque toute la journée. Il y a des tas d'exemples qu'on peut donner, similaires à celui-ci. Je pense par exemple aussi à tous ces streamers qui se filment en voiture en allant le plus vite possible et que plus ils vont vite, plus ils gagnent d'argent. Mais on voit parfois des 230 à l'heure au milieu de la nuit sur une autoroute et il y a des gens qui continuent à pousser. Donc c'est la bêtise de l'être humain d'accepter de regarder ça, et c'est quelque part la conséquence c'est le reflet de notre société. Et est-ce qu'il risque quelque chose ? Alors, pour risquer quelque chose, il faut qu'il y ait une infraction qui soit commise. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait être juridiquement ? Il pourrait être commanditaire, c'est-à-dire celui qui demande à quelqu'un de commettre un crime ou une infraction. Il pourrait être complice, c'est-à-dire celui qui participe activement à la commission de l'infraction. Ce sont un petit peu les deux cas d'école où il pourrait simplement avoir incité à commettre une infraction. Bon. Il faut chaque fois qu'une infraction soit commise, et là on en revient au début de la discussion, est-ce que c'est fictionnel ou pas, est-ce qu'il y a consentement ou pas. Mais s'il y a une infraction qui est commise, ceux qui ont poussé à la commettre sont clairement en risque juridique. Maintenant, est-ce qu'il y aura 15 000 poursuites ouvertes ? Je n'en sais rien. Mais techniquement parlant, sur le plan juridique, oui, il pourrait être poursuivi s'il y a une infraction. Et est-ce que c'est faisable de retrouver ces milliers de personnes sous pseudonyme, de les attaquer en justice, de les condamner ? Ça semble impossible vu les moyens de la justice aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est une question de moyens. Point. C'est faisable, oui. Est-ce que ce sera fait ? Je ne sais pas, ça dépend des moyens. David Plisnier, est-ce que ça veut dire que l'impunité existe en fait et que ça, c'est un élément qui joue énormément dans l'attitude des spectateurs, viewers ? Je ne risque rien, donc je regarde et je m'en fous. Alors, je dirais que le sentiment d'impunité, il va même au-delà et dans des situations encore plus lourdes ou en tout cas plus spécifiques que celle-là. La plupart des personnes ont le sentiment que ce qu'ils font sur Internet n'a pas ou peu de conséquences ou qu'en tout cas le risque est extrêmement faible. C'est lié à plusieurs phénomènes, hein, la distance que mettent les écrans, l'utilisation de pseudonymes, enfin, etc. Je vais pas faire le détail de tout ça, mais il y a suffisamment d'études en tout cas qui nous démontrent que les gens n'ont pas du tout le même comportement lorsqu'ils sont en face à face avec une personne que lorsqu'ils sont par écran interposé. On a aussi ce qu'on appelle l'effet de masse qui joue, hein, c'est-à-dire que on sait que les êtres humains, tant qu'on est un ou deux, ça va. Dès qu'on est 10 ou 20 dans la même pièce, c'est déjà un peu moins bien. Et puis dès qu'on est 100 ou 10 000, il y a des débordements beaucoup plus fréquents. Même les manifestations les plus sympathiques qui soient, dès qu'il y a un certain volume, il y a souvent ne serait-ce qu'une petite fraction des manifestants qui vont déborder parce qu'il y a cet effet de masse. Et du coup, les gens ont des comportements qu'ils n'auraient pas s'ils étaient pris seuls. Donc oui, évidemment, les gens ont un sentiment d'impunité extrêmement fort. Maintenant, je ne sais même pas si les gens qui regardaient ça réfléchissaient en termes d'impunité en ce qui les concerne. Je suis même pas sûr que ce soit quelque chose qui leur passe par la tête. Je pense qu'ils étaient pris aussi dans l'excitation du moment, dans ce que ça pouvait susciter chez eux comme plaisir ou en tout cas comme satisfaction de voir cette violence, parce que c'est un des traits de l'être humain. C'est que pour tout un tas de raisons psychosociales, beaucoup de gens peuvent apprécier de regarder de la souffrance, peuvent apprécier de voir cette souffrance quelque part par procuration. Ici, le simple fait de payer pour qu'on lui mette une baffe, en caricaturant un petit peu les choses, c'est peut-être la baffe que je n'ai pas osé donner à mon collègue qui m'embête depuis une semaine, mais par procuration, tiens, cette victime-là, cette personne-là, elle va prendre la baffe, et moi, ça va un peu me soulager de ma frustration. C'est des mécanismes évidemment inconscients, mais qui sont très présents. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'habituation, on va dire ça comme ça, hein, au fait de voir cette violence petit à petit, l'empathie, la morale, on les écarte, et donc par exemple, on ne se dit même pas, je vais dénoncer ce qui se passe, ou bien ce qui se passe là sous mes yeux n'est pas normal, il faut faire quelque chose. Alors oui, mais non, c'est pas propre à notre époque ou à notre société. Il faut pas croire qu'on était plus empathique il y a 200 ans quand on torturait les gens sur la place publique et que tout le monde venait au spectacle. Hein. Donc la population humaine n'était pas plus empathique à l'époque. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la grande majorité des êtres humains naissent avec de vraies capacités d'empathie. Il y a des études chez les tout petits qui démontrent ça. Malheureusement, on se rend compte que dès l'enfance et encore plus durant l'adolescence, cette empathie, elle décroît, elle diminue. C'est certainement le mode de fonctionnement de notre société qui veut ça. Parce que si vous voulez devenir PDG d'une grosse boîte, mieux vaut ne pas être trop empathique, je pense. Et donc, oui, il est évident que tout ce qui peut favoriser l'empathie dans l'éducation des jeunes, en tout cas aujourd'hui, ça c'est un grand chevaux de bataille, il faut favoriser l'empathie chez les jeunes parce qu'on aura de meilleurs adultes si on fait ce travail-là, en particulier dans le monde scolaire ou à la maison. Étienne Ouéry, vous vouliez réagir ? Oui, absolument, mais il y a quand même un élément neuf par rapport aux médias
depuis le développement de l'Internet et depuis le développement de Twitch, de Kick, sur la plateforme sur laquelle ça s'est passé, c'est la monétisation. La monétisation, c'est quoi ? C'est le fait de transformer une audience, un nombre de spectateurs, en argent. Et ça se fait grâce à la publicité. Et donc ça a changé les choses. Parce que l'expérience montre que les choses les plus monétisables facilement et avec peu de moyens sont justement la violence, le harcèlement, le sexe bien entendu. En fait, tout ce qui est borderline, tout ce qui est limite. Plus vous allez dans la limite, plus vous risquez de faire beaucoup d'argent. Et donc, évidemment, il y a une incitation, une espèce de cercle vicieux qui se crée. Je vais de plus en plus loin parce que j'ai vu que je pouvais faire 36 000 € en 24 heures. Le week-end prochain, je vais faire 50 000 € en 24 heures. Et je sais que c'est possible. Il suffit simplement que ma baffe soit un petit peu plus forte. Ouais. On a parlé des tortionnaires, on a parlé des spectateurs. Il nous reste la question de la plateforme. Est-elle responsable ? Avant d'y répondre, Sarah Pousset nous explique ce que l'on entend précisément par plateforme de streaming. Des plateformes de streaming, il en existe plusieurs. La plus connue, c'est Twitch, avec 35 millions de visiteurs par jour. Salut les frères, salut tout le monde. Ça dit quoi les frérots ? Lui, c'est Anime, l'un des streamers francophones les plus populaires pour l'instant. Près de 50 000 personnes suivent en moyenne ses lives quotidiens. Avec sa chambre mal rangée en fond, il se filme pendant des heures en train de jouer à différents jeux vidéo. C'est le contenu de base que l'on retrouve sur ces plateformes. Des gamers amateurs ou professionnels qui jouent en direct. Et puis il y a les autres qui commentent du sport, cuisinent, jouent de la musique, peignent ou encore dessinent. Certains streamers discutent simplement avec leur public ou des invités, comme Clément Viktorovitch qui analyse les discours politiques ou le journaliste Samuel Etienne qui propose de lire la presse avec ses viewers. C'est parti, il est 9h38, let's go, on va lire les journaux. Alors, je vous affiche ma petite tablette. Les créateurs de contenu gagnent de l'argent par différents biais. Les abonnements payants, les dons du public qui veut les soutenir ou encore via la publicité et le sponsoring quand ils ont assez d'audience. En fonction de leur modèle, les plateformes collectent une part plus ou moins importante sur les revenus liés aux abonnements. On est à environ 50% pour Twitch et YouTube, mais à 10 fois moins pour Kick. À sa création, cette plateforme a donc attiré des streamers avec de nombreux abonnés qui voulaient gagner un maximum d'argent. Kick est aussi connu pour son absence de modération. Seule une 70aine de personnes travaillent à modérer les contenus et uniquement en anglais. On y retrouve donc des contenus violents à caractère sexuel ou qui font aussi la publicité des jeux d'argent en ligne puisque c'est le secteur d'activité des propriétaires de la plateforme. Et puis il y a aussi des profils bannis temporairement ou définitivement de Twitch pour par exemple des propos racistes, misogynes ou homophobes. C'est le cas par exemple du pro-Trump Adin Ross qui est passé sur Kick. On peut en fait trouver un peu tout ce que l'on veut comme contenu et partager son intérêt, qu'il soit normal ou tout à fait déviant, avec la communauté de viewers qui regardent ce direct au même moment que vous et le commentent derrière leur écran. Étienne Ouéry, la chaîne de Jean Pormanov était hébergée sur Kick, on vient d'en parler. Le parquet de Paris a ouvert il y a quelques jours une enquête préliminaire sur les pratiques de la plateforme. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette enquête ? Alors, il y a deux éléments à retenir. Le premier, c'est que la plateforme est ce qu'on appelle un hébergeur. Donc, cette plateforme ne crée pas de contenu. Elle permet d'héberger des contenus créés par d'autres, en l'occurrence les 3 streamers concernés. Et donc un hébergeur, c'est la règle dans l'Union européenne et c'est la règle dans la plupart des pays du monde, un hébergeur n'est en principe pas responsable des contenus qu'il héberge, tout simplement parce qu'il ne les connaît pas. Il devient responsable s'il a conscience du fait qu'il y a quelque chose d'illégal qui se produit sur sa plateforme et qu'il n'agit pas. Quand vous dites conscience, ça veut dire qu'il a été notifié ? Qu'il a été notifié ou qu'il l'a vu par lui-même. Peu importe, mais il doit en avoir conscience. Et donc, par rapport à la réglementation sur les hébergeurs, ça ne va pas être évident parce que, de nouveau, il y a le côté fictionnel qui risque de poser problème. Il faut vraiment que l'hébergeur prenne conscience que quelque chose de clairement illégal est en train de se produire sur sa plateforme. Par contre, il y a un autre texte qui est plus récent au niveau de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la réglementation sur les marchés numériques, qui demande à toutes ces plateformes de faire des analyses annuelles des risques systémiques que ces plateformes peuvent créer en raison de leur fonctionnement. Et donc là, clairement,
il y a des mesures à prendre par rapport à ces risques systémiques. On retrouve ça sur Kik, on retrouve ça sur d'autres choses. Je ne sais pas si vous voyez OnlyFans, c'est un peu pareil. C'est la création de contenu parfois vraiment très inintéressant, mais qui rapporte énormément d'argent. Eh bien, chacun de ces secteurs va devoir identifier chaque année les risques systémiques que son fonctionnement, que son marché, que sa manière d'opérer crée, et il doit évidemment à ce moment-là prendre des mesures pour les limiter. C'est là-dessus que la Commission européenne, par exemple, se bat pour l'instant pour forcer les sites pornographiques à vérifier effectivement l'âge des visiteurs. C'est pas par rapport au contenu, c'est plutôt par rapport aux risques systémiques. David Plisnier, cette législation, de votre point de vue, est-ce qu'elle est suffisante ? Alors, suffisante, non. Je pense qu'en matière, disons, de cyber et de cyberharcèlement spécifiquement, il y a encore énormément de chantiers à mettre en place au niveau législatif. Ceci étant, il faut être conscient que c'est une législation qui, pour avoir suffisamment de force, ne pourrait exister qu'à l'échelle européenne. Je ne suis pas vraiment convaincu qu'une législation belge suffirait ou aurait les moyens. En tout cas, ici, on vient de citer, mais Kik, c'est quand même australien. Enfin, en tout cas, les patrons sont australiens. Donc, je veux dire, on est sur des choses qui se jouent à l'international. Je crois qu'il nous faudrait une législation européenne plus forte, et c'est pas exclu parce qu'on a mis des années à y arriver, mais on a eu il y a quelques années toute la législation RGPD, donc la protection des données personnelles, qui a mis des années à construire, mais qui a quand même permis d'avancer sur un certain nombre de dossiers à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Et on travaille où, alors du coup ? Dans la prévention ? Alors on travaille essentiellement dans la prévention, à l'attention évidemment du public, mais aussi pour les plus jeunes, parce qu'il faut quand même être réaliste, c'est le genre de chaîne et de système qui attire énormément d'adolescents ou de jeunes adultes. Je pense qu'on doit aussi travailler avec les parents qui sont parfois malheureusement un petit peu perdus par rapport à toutes ces nouvelles technologies et ces nouvelles réalités relationnelles, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Étienne Veil ? Oui, je pense qu'on travaille sur qui sommes-nous pour permettre une société dans laquelle on fait de l'argent sur du contenu pareil. Vraie question, pas évidente, car elle touche au côté sombre de l'être humain, des côtés sombres amplifiés par les outils numériques. Dans l'histoire de Jean Pormanov, la justice devra éclaircir et définir les responsabilités, mais peut-être est-ce à nous aussi, dans les contenus que l'on regarde, que l'on soutient, de questionner ce que l'on encourage et ce que l'on finance, car derrière cela, on y revient. Quelle société numérique voulons-nous ? Merci à nos invités, Étienne Ouéry, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, David Plisnier, coordinateur du Centre de référence et d'intervention harcèlement. À la réalisation de cette émission, il y avait Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset et Marie Van Kutsem. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et partagez-le autour de vous. À très bientôt dans les Clés Médias.